Des agriculteurs qui en ont assez et ils ont décidé de le faire savoir aujourd'hui. Ils veulent dire non à ce qu'ils appellent l'agribashing, comprenez le dénigrement de leur profession, un dénigrement qui s'est même traduit récemment par des agressions physiques. C'est arrivé dans l'Ain, en Charente-Maritime, partout cette petite musique de la défiance qui monte et qui fait mal à nos paysans. Où va une société où l'on commence à se méfier de celui qui nous nourrit? On va en débattre avec nos invités. Arnaud Gaillot, bonjour. Bonjour. Le secrétaire général des jeunes agriculteurs. Et vous appelez à cette journée d'action aujourd'hui avec la FNSEA. Nicolas Turquois, bonjour. Vous êtes agriculteur aussi dans le Loup du Nez, mais vous êtes aussi député du Modem de la Vienne. Donc vous nous direz à la fois votre position d'agriculteur et puis votre position aussi de législateur. Jacques Bouteau, bonjour. Vous êtes maire Écologie Les Verts, Europe Écologie Les Verts du 2e arrondissement de Paris. Vous êtes favorable à l'interdiction des pesticides qui fait bondir les agriculteurs aujourd'hui et qui participerait à cet agribashing. On va en reparler. Nicole Ouvrard, bonjour. Vous êtes rédactrice en chef de l'agence Agrapresse spécialisée dans les questions agricoles. Ils seront donc des milliers devant les préfectures aujourd'hui, des milliers d'agriculteurs venus dire leur colère et leur ras-le-bol. Il faut dire que les raisons ne manquent pas. Xavier de Giacomini. L'agriculture intensive continue de faire des dégâts. Il y a beaucoup de pesticides dans l'eau de pluie et dans l'air des villes également. Comme de nombreux agriculteurs, Jérôme a de plus en plus de mal à écouter la radio dans son tracteur. Aujourd'hui, on nous traite au quotidien d'empoisonneurs. Ces champs sont à proximité d'hôpitaux ou d'écoles. Le regard des habitants sur son métier a changé. Ça ne me rassure pas forcément, parce que je ne sais pas ce qu'il fait, je ne sais pas s'il traite ou pas. Une méfiance, une incompréhension qui parfois va jusqu'à l'agression d'agriculteurs. Avec ses 100 vaches limousines, Jean-Luc devrait avoir le moral. Et pourtant, après 30 ans de métier, il se sent mal aimé. Bien sûr qu'on se sent mal aimé, surtout pour les pesticides, voilà. Les pesticides, tout le monde a peur maintenant, plus on en parle, plus on a peur, c'est comme de tout. Et pour ne rien arranger cette année, la sécheresse a été telle qu'il a fallu puiser dans les réserves de l'hiver pour nourrir le bétail. Découragé, cet éleveur est pessimiste pour l'avenir de la profession. Faire notre métier, non. C'est sûr qu'on l'aime, alors on continue. Mais bon, ça vient de plus en plus dur. Les jeunes ne sont pas là pour nous remplacer, je pense. Il n'y aura pas beaucoup de relève. S'ajoutent à l'agribashing les prix de vente en chute libre et les nouvelles taxes américaines sur les vins et les fromages. Arnaud Gaillot, les sondages démontrent que les Français aiment leurs agriculteurs. C'est une réalité ou c'est juste un sentiment dans votre profession, ce que vous appelez cet agribashing-là? Je pense qu'on a un capital de sympathie, comme le montrent les sondages, qui est très fort. Malgré tout, on a un doute qui s'est installé dans cette population-là, avec une défiance où en fait tout est remis en cause. On n'a pas forcément, et c'était bien montré dans le reportage, on n'a plus très confiance en notre alimentation, donc qui est dit aux agriculteurs. Comme le disait à juste titre ce monsieur, je ne sais pas ce qu'il fait, j'ai l'impression qu'il va m'empoisonner de sang. Enfin, c'est des choses qui ont été inculquées dans la tête des gens et je pense que c'est le malaise qu'on a à l'heure actuelle. On a vu des agressions physiques d'agriculteurs dans leur champ. C'était du jamais vu, ça, jusqu'à maintenant? Ah non, c'était du jamais vu jusqu'à maintenant. Et c'est là un peu aussi ce mouvement d'aujourd'hui, c'est de dire jusqu'à où on ira et jusqu'à quand il va falloir qu'on attende qu'il y ait un acte irréparable qui se produise pour qu'on dise qu'il faut que ça s'arrête et il faut que ça... C'est-à-dire, c'est quoi ces agressions? Ce sont des habitants qui s'inquiètent pour leur santé, celle de leurs enfants, et qui viennent les prendre à partie sur les tracteurs parce qu'ils pensent qu'il y a des pesticides, c'est ça l'idée? Il y a des choses comme ça, il y a des choses, c'est des gens qui font partie de groupuscules activistes véganes ou autres, qu'on a pu voir, L269 Light, tout ceux-là, qui sont un peu dans l'extrême et dans le combat permanent, quoi. Jacques Bouteau, vous sentez une responsabilité particulière dans cet agribashing, dans le discours justement qui est porté par l'écologie et qui semble dire à nos agriculteurs, vous nous empoisonnez? Absolument pas. Je pense que les Français aiment leurs paysans. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est l'agribusiness. C'est de l'agribusiness bashing. On a un système agricole qui est dans l'impasse, qui est à bout de course, qui depuis l'après-guerre nous mène des politiques de culture intensive à l'aide de produits phytosanitaires, engrais, pesticides qui se retrouvent dans l'alimentation, dans les nappes phréatiques et qui est mauvais pour la santé et qui ne permet pas, et d'ailleurs d'abord pour la santé de l'agriculteur, et qui ne permet pas à l'agriculteur de gagner sa vie, puisque vous savez que l'agriculture française est sous perfusion des 10 milliards d'euros de la PAC. Donc Politique agricole commune. On a une agriculture qui détruit
là où elle devrait nourrir, parce qu'elle met en œuvre des principes industrielle de production, c'est plus du tout une agriculture nourricière. C'est ce système qu'il faut changer, parce que ce sont les agriculteurs les premières victimes de ce système, et ensuite nous les consommateurs. Si on ne fait rien, on va droit dans le mur. Nicolas Turquois, votre avis? Oui, moi j'ai envie absolument de réagir à vos propos. Vous dites depuis l'après-guerre, les agriculteurs polluent, attaquent. À un moment donné, juste à l'après-guerre, il y avait des tickets de rationnement. La France importait massivement parce qu'il y avait un besoin de produire pour alimenter. Donc, à un moment donné, la France a encourager un type d'agriculture qui a montré un certain nombre d'excès sur lesquels on peut revenir, mais la protection des cultures a eu un vrai sens à un moment donné. Moi, je me rappelle mon propre grand-père, quand il a parlé des premiers traitements qui arrivaient, où il pouvait enfin récolter ses cultures parce qu'elles étaient pleines d'herbes, il y avait une vraie difficulté. On valorise l'agriculture du passé. L'agriculture du passé avait ses limites, avec des années où on faisait des bonnes récoltes et des années où il n'y avait rien du tout. Donc, ne faisons pas... donnons une image un petit peu idyllique de ce qui se faisait avant. Mais il y a un besoin de produire, il y a un besoin de faire évoluer les modes de production, mais il faut arrêter de renvoyer l'image que c'est une agression vis-à-vis du milieu. Il faut travailler avec les agriculteurs pour faire évoluer nos pratiques. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous avez raison, il faut travailler avec les agriculteurs. Mais ce que je veux pointer, c'est cette limite de l'agriculture intensive et extensive à la fois que l'on atteint aujourd'hui. Il faut revenir en arrière. Aujourd'hui, les fermes continuent à être de plus en plus grosses et avec des rendements de plus en plus importants pour un revenu de plus en plus bas pour l'agriculteur. Alors même... Monsieur Bouteau, c'est 63 hectares la taille moyenne de l'exploitation en France. Énorme. On est loin des milliers d'hectares de la Russie, des dizaines de milliers d'hectares des États-Unis ou de l'Ukraine. Ça, c'est de l'agriculture extensive. Intensive, pardon. 63 hectares, c'est la moyenne, c'est une moyenne, hein, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup plus petit. Ouais. Quelle est la taille de la rentabilité d'un agriculteur qui travaille en agro-agriculture, en bio? C'est des revenus beaucoup plus importants. Aujourd'hui, aucun agriculteur bio ne gagne pas sa vie, sauf marginalement peut-être. La meilleure preuve, c'est qu'on a supprimé les aides au maintien pour l'agriculture bio. Donc on a d'un côté une agriculture qui gagne sa vie, qui est moins aidée qu'une agriculture qui pollue, qui atteint notre santé et qui atteint sa limite. C'est pas une aide au maintien qu'on a supprimée. C'est pour l'agriculture bio supplémentaire qui existait dans certaines régions. Il y a des aides. Une méconnaissance du dossier. C'est pas en agriculture intensive ici en France. L'argument de l'expert. Le système français, c'est de l'agriculture intensive. La première chose que je voulais dire, c'est que au niveau, vous dites l'agriculture française et européenne est sous perfusion de la PAC. Oui. Toutes les agricultures du monde sont aidées. Mais c'est faux. C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Inde, c'est vrai dans tous les pays. L'agriculture n'est pas... vouloir une agriculture compétitive, ça n'existe pas. Une agriculture, dans tous les pays du monde, il y a des aides sous une forme ou sous une autre, sous la forme de ce que vous dites, c'est que l'alimentation ne relève pas totalement de la loi du marché. Et exactement. Et d'ailleurs, l'Union européenne, à un moment donné, a voulu faire que l'agriculture soit compétitive, mais c'est pas possible. Il faut qu'elle soit soutenue. Non, il faut qu'elle soit rentable. Alors, et pour qu'elle soit rentable, il faut qu'elle s'attaque au marché de proximité et qu'elle arrête d'être l'otage. S'il vous plaît, vous pouvez me laisser parler. Je vous ai laissé parler. Oui, excusez-moi, mais je voulais vous répondre sur ce point. Non, allez-y, je vous en prie. Voilà, merci. Et deuxième aspect, effectivement, aujourd'hui, la bio... les prix sont plus élevés, effectivement, et ça permet aux agriculteurs de vivre convenablement. Mais pour que les prix soient plus élevés, il faut, d'une certaine façon, que l'agriculture bio reste dans une niche. À partir du moment où la totalité de l'agriculture sera bio, les prix vont s'effondrer. Pourquoi ? Parce que c'est la loi du marché, là, du coup. Et à partir du moment où la grande distribution va s'en emparer de façon totale, les prix vont baisser. Et aujourd'hui, l'agriculture bio ne peut fonctionner que si elle reste minoritaire sur l'ensemble du marché. Ça, c'est votre point de vue. J'en suis convaincue parce que je pense que c'est économiquement
ça fonctionnera comme ça. C'est triste, mais c'est comme ça. Je voudrais citer une parole d'Éric. On va droit dans le mur, les nappes phréatiques sont polluées, notre santé... On prend des produits qui nous donnent le cancer, dont sont victimes aujourd'hui les agriculteurs qui ne gagnent pas leur vie un jour. Dire que tous les pesticides donnent le cancer, c'est comme dire que tous les médicaments donnent le cancer. Madame Oura, on va rester sur cette question des pesticides. On peut rien faire, on continue comme ça. On va rester sur cette question. Les agriculteurs aidons les agriculteurs à faire muter. On va rester sur cette question des pesticides. C'est assez intéressant parce qu'il y a 89 communes qui ont pris des arrêtés anti-pesticides pour l'éloigner à au moins 150 mètres des habitations. Celui qui avait commencé, c'est le maire de Langouette, que vous avez reçu d'ailleurs. Vous l'avez fait venir à Paris pour essayer de réfléchir à une extension de ces interdictions. Ces interdictions, elles ne vous plaisent pas aux agriculteurs. On peut comprendre, ça réduirait, si j'ai bien compris, la surface cultivable en France de 20%, ce qui poserait des problèmes phénoménaux, pas seulement pour les revenus des agriculteurs, mais ne serait-ce que pour nourrir la population française. En revanche, qu'est-ce qu'ils en pensent les Français ? Il y a un sondage qui a été fait. Alors là, pour le coup, c'est rare d'avoir des chiffres comme ça quand même. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée qu'il ne faut pas mettre de pesticides à moins de 150 mètres des habitations ? 96% des Français sont favorables à ça. Il vient peut-être au-delà, j'allais dire, le hiatus entre cette opinion publique et cet agribashing dont vous parlez justement. Sur cette question des pesticides, c'est peut-être le moment d'essayer d'avoir un débat. Vous dites, le problème c'est qu'ils ne comprennent pas ce qu'on fait. Ils ne comprennent pas ce qu'on fait. C'est ça le problème ? Ou alors, le problème, c'est que vous avez toujours fait et vous ne voulez pas changer alors que la société est en train de changer. Déjà, je pense qu'il faut rectifier quand même, c'est que l'agriculture, en 30 ans, ne cessait d'évoluer. On a diminué les antibiotiques sur le monde animal, on a diminué l'utilisation des produits phytosanitaires. Mais il y a un moment donné... le ministre sauf ministère, plus 12% depuis 2018. Le plan phytosanitaire a largement échoué dans ses grandes lignes lancées en 2008. Il va aboutir en 2018. Les pesticides ont encore augmenté en France. Si on ne peut pas débattre, ça va devenir compliqué. Non, mais c'est important de savoir sur quoi on débat. Ça baisse ou ça augmente ? Parce que là, le ministère nous dit que ça augmente. Oui, mais c'est normal, vous posez la question aux gens, est-ce qu'ils sont pour ? À force d'entendre des discours tels que monsieur sur des plateaux qu'on entend depuis 1 an, 2 ans, qui disent qu'on va tous mourir avec ce que les agriculteurs font, c'est normal que si vous demandez à quelqu'un demain s'il faut mettre à 150 mètres pour que vous ne risquiez pas de mourir, tout le monde vous répond oui. Enfin, c'est comme si vous faites un sondage sur la sécurité routière, que demain vous demandez que pour qu'il n'y ait plus de morts sur la route, on arrête de conduire. Tout le monde va vous dire oui. Enfin, il y a un moment donné, ramenons un peu de raison, un peu de logique dans ces débats-là. Nous, ce qu'on a engagé depuis 1 an, c'est les chartes riverains. C'est un débat qui a lieu sur les communes, avec les citoyens, avec les associations, avec tout ça, pour voir comment on utilise les produits phytosanitaires, qu'on a un débat autour des tables raisonnable, qu'on démontre qu'avec certaines utilisations de type de matériel qui utilisent des buts antidérives, dans les vignes, des outils qui utilisent des panneaux de récupération, si on a des choses comme ça, ça permet de réduire la distance et ça permet de minimiser le risque. Comme quand un agriculteur va le soir ou va tôt le matin, c'est pas pour se cacher, c'est parce qu'il va aux bonnes conditions climatiques, ou c'est qu'il y a le moins de vent, ou c'est que certes les gens sont peut-être plus chez eux et moins dehors. Enfin voilà, oui, il y a un risque, le risque zéro n'existe pas. Mais regardons quand même où en est-on à l'heure actuelle. L'espérance de vie mondiale n'a cessé de croître ces dernières années. Donc je pense que si, comme monsieur le dit, qu'on est en train d'empoisonner tout le monde et de tuer tout le monde, ça se verrait quand même. Ouais, d'accord. Mais est-ce que vous pensez que vous pourriez faire autrement et vous dispenser de produits phytosanitaires comme le glyphosate ? Visiblement, la réponse est non. Le débat le glyphosate, la question n'est même plus là. Le glyphosate, c'est quasiment acquis qu'il va disparaître. Les agriculteurs sont en train de se préparer depuis plusieurs années. Si c'est pour mettre une molécule... Mais il n'y en aura pas d'autre. Le DTT a remplacé le glyphosate. Si, puisque quand le DTT existait, qui a fait beaucoup de dégâts dans l'environnement, donc on retrouve encore des traces. Là, vous êtes en train de le mettre en avant, en mettant des absurdités sur ce plateau. De dire, par exemple, tout à l'heure, vous avez dit que l'agriculture bio n'a pas d'aide. Mais c'est absolument j'ai pas dit ça, donc vous m'avez pas écouté. J'ai dit que vous avez supprimé les aides au maintien, ce qui est entièrement juste. Sur les pesticides, il faudrait avoir une vision objective sur ce que ça a pu apporter en termes de qualité de travail, en termes aussi de sécurité. Je vous invite à vous pencher sur un sujet qui s'appelle les mycotoxines, qui sont les champignons de pourriture sur un certain nombre de cultures. Ils sont extrêmement cancérigènes. Donc il faut aborder les sujets. Vous confondez les glyphosates, les engrais et les fongicides. Franchement, vous êtes agriculteur ? Oui, je suis agriculteur. Alors confondez pas les fongicides et les engrais.
engrais et les pesticides. Alors monsieur, alors là c'est vraiment la connaissance absolue. Si les fongicides ne sont pas un pesticide, il va falloir que vous retourniez voir vos cours d'agriculteur et que vous sortiez de Paris pour aller accompagner un agriculteur. Mais j'ai pas de leçon à recevoir de vous, cher monsieur. Je suis un petit-fils de paysan, un fils de paysan jusqu'à 26 ans, et mes cousins travaillent l'agriculture. Et je les vois souvent, et je dialogue souvent avec eux. Et je dialogue souvent avec eux. Ne vous inquiétez pas pour ça. Vous avez une méconnaissance. Vous renvoyez l'image d'une méconnaissance totale des questions. Mais c'est vous qui êtes obsédé par vos logiques qui nous amènent droit dans le mur. Monsieur Turcot, vous êtes à la fois agriculteur et député de la majorité. Vous les comprenez, ces maires, y compris dans votre majorité, des députés de la République, des maires de la République En Marche qui disent « Moi, j'ai besoin de protéger ma population et j'ai le sentiment qu'elle n'est pas protégée en l'état actuel des choses. » Il y a deux éléments. Que nos concitoyens s'interrogent sur nos pratiques, c'est entièrement légitime. Qu'il y ait un discours qui se fait comme la plupart d'entre nous faisons sur nos villages, sur nos communes, avec nos voisins qui s'interrogent, c'est normal. Que nous ayons à nous professionnaliser sur un certain nombre de pratiques, là aussi c'est normal. Que des interdictions sur des produits qui sont évalués comme dangereux, c'est normal. Alors, le glyphosate est après, évalué comme dangereux. D'abord, il y a une temporalité des choses, il y a un accompagnement. L'agriculture biologique, c'est pas l'agriculture conventionnelle sur laquelle on supprime d'un coup les traitements. Il y a une culture à faire, ça s'apprend ce métier-là. Oui. Et il y a une mutation. Il faut aussi reconnaître ce qu'ont apporté les produits de traitement, parce qu'en termes de qualité de travail, parce que c'est pénible le travail d'agriculteur. Il y a un côté physique, il y a parfois... On vient d'avoir un été extrêmement sec sur lequel les cultures ont été détruites. Et maintenant, on arrive dans une période très humide sur laquelle on ne peut pas aller dans nos champs parce que c'est très humide. Et dans ces situations-là, parfois, les produits phytosanitaires nous permettent d'intervenir. On va peut-être avancer. On va peut-être avancer parce qu'il n'y a pas que la question des produits phytosanitaires. Je pense qu'on en a bien parlé. Il y a aussi un défi démographique qui est posé peut-être tout simplement à la nation. Un tiers des agriculteurs ont plus de 55 ans. L'an dernier, 94 fermetures d'exploitation par semaine. C'est quand même pas rien. La moitié des paysans auront quitté le métier dans 10 ans. La relève n'est pas assurée. Il faut dire que les revenus ne font pas rêver non plus. On va regarder 50% des agriculteurs qui sont au niveau du SMIC. Un quart qui gagne moins de 642 € par mois. On parle quand même de personnes qui travaillent 7 jours sur 7, quasiment sans vacances toute l'année. Évidemment, ces chiffres ne sont pas nouveaux. On connaît aussi le taux de suicide dans la profession qui est extrêmement élevé. Certains agriculteurs ont décidé de se prendre en main, tout simplement. C'est le cas de Pierre Priolet. Il est en direct par téléphone avec nous, agriculteur du Vaucluse. Bonjour, monsieur Priolet. Alors vous avez décidé d'agir, vous avez monté un circuit court pour distribuer fruits et légumes de votre région. Vous avez monté un réseau qui s'appelle C'est Juste Paris. Ça a été quoi d'abord le déclencheur ? Bonjour à tous déjà. Bonjour. Le déclencheur a été simple, c'est que les 3/4 du temps, nous avons tous oublié le consommateur, alors que nous ne sommes que des nourriciers. Le consommateur, il demande 3 choses. Il demande d'abord des produits frais. Il demande des produits bons, qualitatifs. Et il demande aussi que l'agriculteur soit, lui, respecté dans son travail. Et s'il a l'assurance que son producteur est respecté dans son travail, effectivement, il est tout à fait prêt à nous accompagner. C'est pourquoi nous indiquons le nom du paysan, la région où il le fait et le prix auquel il est payé. Parce que on discourt. On veut absolument la perfection au niveau de l'agriculteur, mais personne ne lui reconnaît la dignité dans son travail. C'est quand même incroyable, ces discussions à n'en plus finir, avec des gens qui exigent en permanence des choses. Les 3/4 de ces gens-là, d'ailleurs, fument, entre parenthèses, pour dire que la santé les importe vraiment. Et de l'autre côté, vous avez des gens qui travaillent comme des fous, qui sont ni rémunérés et qui travaillent vraiment comme des fous, dans une qualité exceptionnelle en France. On nous demande des labels, on nous demande des cahiers des charges, et derrière tout ça, on nous dit « Ah oui, mais t'es trop cher par rapport au Maroc, par rapport à l'Espagne ». Il faut que nos sociétés aient une cohérence. Notre société aujourd'hui n'a aucune cohérence. Pierre Priolet, concrètement, vous avez regroupé 180 agriculteurs de votre région et vous montez, comme on dit, à Paris pour servir les marchés, des points de distribution que vous avez négociés avec des magasins. C'est important pour vous d'avoir le contact, j'allais dire, avec le Parisien qui ressemble, c'est un cliché, mais qui quelque part incarne l'urbain qui ne comprendrait pas le paysan. Est-ce que pour vous c'est important ce dialogue direct-là ?
Non seulement c'est important, mais c'est indispensable. On est à leur service. On a le contact, quand on a le contact avec les gens qui viennent et qui te disent oh, cet abricot, mais depuis mon enfance, j'en ai pas mangé. Mais comment voulez-vous que la grande distribution puisse offrir un plaisir pareil aux consommateurs? C'est impossible, parce que la grande distribution, c'est une agriculture de masse. Comment voulez-vous qu'en faisant 90 palettes le même jour, on ait 90 palettes d'abricots qui aient du goût et qui soient bons à manger? Merci Pierre Priolet. Merci. Voilà. On entend votre colère, on entend aussi votre espoir, et puis on entend aussi le fait que vous avez tout simplement pris les choses en main en ce qui vous concerne. C'est un agriculteur qui a tout compris, qui fait sa transition, qui travaille en circuit court. Oui, sauf que le circuit court, ça ne nourrit pas toute la population française, on le sait aussi. Que les agriculteurs n'aient plus l'ambition de nourrir toute la population française, qui pensent d'abord à se nourrir eux-mêmes et à gagner leur vie correctement, comme l'a fait ce monsieur, en s'organisant localement pour pouvoir gagner sa vie. Un mot de conclusion sur le circuit court, ça ne peut pas être la solution pour nourrir la France? Mais non, c'est pas la solution. Enfin, comme vous le dites, ça peut pas être la solution ultime. Enfin, je pense qu'on a la chance d'avoir une agriculture nourrissez-vous autour de vous, en proximité. Après, nourrir le monde, nourrir la France. Qui est convaincu que c'est autre chose. Que vous avez la science infuse. J'ai rien du tout d'infus. En tout cas, on a fait, je pense, le tour du débat et des questions et de ce malaise aussi qui est soulevé aujourd'hui par les agriculteurs, et il était important que nous puissions nous en faire le relais et l'écho. Merci à vous d'avoir participé à ce débat.